Et donc, la première chose que je vois en fait dans la consommation du porno, c'est que c'est un énorme mensonge. Il y a un point de vigilance et un point de questionnement qui entraîne une certaine tristesse, je dois avouer, quand j'entends des acteurs porno qui nous parlent du métier d'acteur porno comme un métier comme les autres. Et comme un métier où ça va, c'est cool, c'est sympa. Ouais. En fait, il y a une exigence de rupture intérieure, de désintégration intérieure, au sens de contraire à l'intégration, à ce qui est intègre, hein, pour une distanciation, c'est-à-dire que la personne avec qui, en fait, je suis en train de tourner ce film pornographique, n'a rien d'intime avec moi. Bienvenue sur ce format Parole libre. Merci infiniment de l'accueil que vous avez fait pour la précédente vidéo qui était sur la démocratie. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui n'a pas grand-chose à voir en apparence, qui est le thème de la pornographie. Alors je rappelle que ce format, c'est un format de discussion, c'est un format de parole libre, c'est-à-dire que c'est un peu sous forme de questions-réponses et en même temps assez libéré quant au format, quant à ce que je vais pouvoir dire. Donc je vais pouvoir faire des erreurs, je vais pouvoir me tromper, je vais peut-être choquer certaines personnes. Voilà, c'est une parole libre, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si jamais il y a des questions, s'il y a jamais des erreurs. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir, hein, d'apprendre en fait un petit peu plus. Pendant cette vidéo, je voulais parler de la pornographie. C'est un sujet qui est sensible. YouTube n'aime pas ce type de format, ce type de discussion. Et en même temps, c'est un phénomène qui a pris une telle ampleur, qui est tellement... qui concerne tout le monde en fait aujourd'hui, dans notre société occidentale en tout cas, que je pense que c'est sain de pouvoir en parler, et de pouvoir en parler assez librement, loin de tout ce qui peut être lobby, loin de tout ce qui peut être crispation, pouvoir en parler avec les outils philosophiques que l'on peut avoir, et puis aussi les outils sociologiques, politiques, qui peuvent apporter un petit peu d'éclairage sur cette pratique. Ça a pris tellement d'ampleur aujourd'hui comme phénomène que l'Assemblée nationale en France se préoccupe beaucoup de la consommation de pornographie, comment on peut encadrer cette consommation. Et en fait, très clairement, ce n'est pas du tout un sujet neutre, la pornographie. Il y a une absence de neutralité sur ce sujet-là. Et un des signes de cela, c'est que vous avez des médias tels que Brut ou tels que Combini ou d'autres qui vont essayer de montrer que c'est quelque chose d'assez banal. Comment on fait intervenir des actrices porno en interview pour dire que finalement c'est pas grave, ça va, c'est un métier comme un autre. On a aussi d'autres moyens de sensibiliser à cette chose-là. Vous avez des influenceurs qui assument parfaitement, que ce soit par l'humour, par des sketchs, etc., que finalement c'est une pratique qui est comme une autre, c'est une pratique courante. En réalité, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce que on touche à quelque chose qui est bien plus intime, qui est bien plus essentiel à l'être humain, et donc ça ne peut pas être un sujet qui est neutre. C'est un sujet qui alterne entre soit l'espèce de déni où on dit finalement ça va, c'est bon, c'est pas très important comme sujet, et puis une espèce de promotion, c'est un métier comme un autre, on peut y aller, et voilà, ça pose aucun problème. Mais il y a aussi une autre tendance, c'est celle de la diabolisation, de la culpabilisation, et puis le fait finalement de condamner. Il y a beaucoup de condamnations autour de ce monde de la pornographie. Un autre aspect qui manifeste l'ampleur en fait de ce phénomène, ce sont des chiffres, tout simplement. En 2020, par exemple, il y avait, je crois, au mois de septembre, en gros, l'équivalent de 49% de la population de la Grande-Bretagne qui avait regardé au moins un film pornographique. 49% de la population, ça fait 29 millions de personnes. En termes d'impact, il y a aussi un site qui est mondialement connu pour mettre à disposition des vidéos pornographiques gratuites, c'est Pornhub. Et Pornhub recense, alors, il peut gonfler les chiffres évidemment, il y a tout intérêt à faire cela, mais recense 130 millions de connexions par jour.
ça représente, bon, si on essaie d'être raisonnable, ça représente en gros quelques dizaines de milliards de connexions et de visionnages par an. Hein, quelques dizaines de milliards. Donc c'est plusieurs fois la population mondiale en fait. Donc puisqu'il y a une telle ampleur de consommation, il est évident que le marché capitaliste s'y est intéressé et donc on se retrouve avec une industrie de la pornographie, un marché pornographique, le phénomène de GAFA, entre guillemets. Vous avez MindGeek, hein, on sait, qui est le grand géant qui possède énormément de sites internet, qui est basé au Luxembourg et au Québec, enfin bref, à plein d'endroits, et qui centralise en fait toute la production pornographique, énormément en tout cas la production pornographique mondiale. Donc cette vidéo, elle ne parle pas d'un comportement de niche, en fait. Elle ne parle pas d'un comportement de niche, elle parle d'un phénomène qui est notable, qui est caractéristique de notre civilisation, c'est-à-dire que dans l'histoire, en fait, il y aura un moment, peut-être une histoire de la pornographie, une sociologie de la pornographie, même c'est sûrement déjà le cas, en fait, vu qu'il y a une psychologie de la pornographie, il y a des questions qui sont posées là-dessus, et notre époque a vu la naissance et la démocratisation de ce phénomène. C'est quoi la pornographie ? Alors je ne ferai pas l'affront de définir ce qu'est la pornographie, parce que tout le monde voit ce que c'est. Il y aurait une étymologie à donner, évidemment, pornégraphein, etc. Mais ce n'est pas tellement ça qui est intéressant, à mon sens. Hein. Quand on parle de la pornographie, on parle souvent, on associe souvent la pratique masturbatoire, la masturbation et la pornographie. Il est clair qu'elles se retrouvent très souvent les deux dans la même circonstance, dans le même temps. Mais ce n'est pas le même aspect qui est envisagé chez l'être humain. Quand on envisage la masturbation, en fait, on envisage une pratique qui vise à s'auto-donner du plaisir par le biais d'une excitation qui est corporelle. Ça peut être une pratique qui se trouve aussi à plusieurs personnes. Hein. Il y a une masturbation collective qui peut se faire dans le but de provoquer du plaisir chez le partenaire ou la partenaire. En bref, ce qui est cherché dans la masturbation, c'est d'abord un plaisir, d'abord une détente. Dans le film pornographique, c'est pas tout à fait ce qui est recherché. Et le fait d'associer la pratique masturbatoire au visionnage d'un film pornographique, eh bien, ça fait brouiller les pistes quant à ce qu'est réellement la pornographie. Le visionnage d'un film pornographique relève davantage d'une curiosité qui est certes associée à un désir, on le verra plus tard, un désir qui est lié à une consommation charnelle, mais relève davantage d'une curiosité intellectuelle. Le but n'est pas premièrement de se faire plaisir, le but est premièrement de trouver quelque chose susceptible d'entraîner une réaction en nous qui, par ailleurs, va déboucher après sur une pratique masturbatoire. Ainsi, la pornographie ou la pratique de la consommation de films pornographiques, c'est un média qui permet d'arriver à l'acte masturbatoire ou au fait de se faire plaisir et ainsi de suite. C'est très important de montrer cette différence parce que le phénomène de masturbation, il est évidemment pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis, je pense, que l'homme est homme. La pornographie, c'est-à-dire le moyen que l'on a trouvé pour satisfaire ce désir masturbatoire, il est nouveau, il est neuf. Et en quoi consiste-t-il ? Il consiste à mettre en scène 2, 3, 4, 5, une personne dans un scénario mimant l'acte sexuel ou une pratique sexuelle, dans le but de provoquer chez la personne qui le visionne un acte masturbatoire. Quel est ton avis sur la consommation de pornographie ? Alors la consommation de porno, à mon sens, c'est quelque chose de pathétique. Je définis le terme parce que je sais que sinon il y a des personnes qui vont quitter la vidéo tout de suite en me disant mais c'est qui ce mec qui se permet un jugement pareil ? Pathétique, ça veut dire qui est susceptible de déclencher la pitié. Et pour moi, la consommation de pornographie, elle est à même de déclencher en moi de la pitié. La première chose à laquelle je pense, c'est que celui ou celle qui consomme du porno, il est dans un état de misère affective et sexuelle. Cette misère affective et sexuelle,
elle lui fait rechercher d'une part une excitation sexuelle dans l'ordre du fantasme, puisque en fait c'est une fiction qu'il va voir, et il pourrait le faire tout à fait à partir de son imagination, il n'est pas obligé de le faire à partir d'un film. Mais le fait en plus qu'il le recherche dans un film, ça prouve qu'au niveau de l'imagination, il n'a pas suffisamment, ou alors il est suffisamment paresseux pour aller regarder un film qui va lui donner un fantasme. Mais en plus se refuge dans une fiction qui permet au consommateur ou à la consommatrice de porno de trouver une consolation imaginaire et qui est de l'ordre du mensonge, en fait, dans une excitation sexuelle, ça me fait éprouver de la pitié. Ouais. Parce qu'on voit bien que la masturbation présente lors d'un film pornographique, c'est que l'être humain a besoin d'être plongé dans une fiction pour pouvoir se masturber. C'est-à-dire doit imaginer, je sais pas, certaines positions, certains scénarios, certains contacts, doit procéder par une créativité imaginative ou alors doit être capable de se projeter lui-même dans une fiction afin de pouvoir lui-même jouir de quelque chose qui n'existe pas. Et en fait, la consommation de porno, elle est d'une tristesse infinie. Puisque la personne recherchant quelque chose au travers de la pratique masturbatoire, on va y venir, mais qu'est-ce que la personne recherche en fait en regardant un porno ? La personne finalement finit par jouir au milieu, au début, à la fin du film, enfin on ne sait pas trop, et en fait se retrouve confrontée à la réalité, c'est-à-dire que en fait elle est face à un écran. Et cet écran lui présente une fiction qui, certes, a pu être un paradis imaginaire pendant un temps où la personne pouvait voir, pouvait contempler des choses qui lui faisaient énormément envie en fantasme, dans l'imagination. Et pourtant, sa réalité concrète, ça n'est pas ça. Et donc, la première chose que je vois en fait dans la consommation du porno, c'est que c'est un énorme mensonge. C'est un paradis artificiel. On parlait de ça, on parlait comme ça des drogues, où finalement la personne éprouve une immense jouissance, une immense perte finalement de tout le mal-être qu'elle pouvait avoir. Et puis une fois que la substance a cessé de faire effet, elle se retrouve dans une salle de shoot ou ailleurs, avec toujours sa misère. Et malheureusement, c'est un peu le cas. Celui ou celle qui se masturbe devant un porno, se retrouve, une fois qu'il a joui, dans une solitude ou dans une, si c'est fait à plusieurs par exemple, dans une réalité qui est bien fade par rapport à la fiction que l'on vient de voir. Du point de vue aussi de la consommation du porno, à mon sens, ça cultive la lâcheté. La lâcheté ou la faiblesse, appelez ça comme vous voulez en fait. C'est-à-dire que pour moi, celui ou celle qui regarde un porno se protège en permanence en fait. Premièrement, il y a la barrière de l'écran, il y a la barrière de la fiction, c'est-à-dire que tout est dans le visuel et sonore, donc c'est-à-dire des sens qui ne sollicitent que très peu la réalité, le contact au réel. On parle bien de contact, voilà, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas de moiteur, il n'y a pas ce contact qui fait que quand je touche, je suis touché, c'est complètement désincarné, et donc en fait il y a très très peu d'activité, je suis très très peu actif lorsque je regarde un film pornographique. Je suis dans une réceptivité qui, à mon sens, est plus symptomatique d'une faiblesse que d'une force. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui m'avaient dit qu'il vaut mieux que les personnes regardent les films pornographiques plutôt qu'ils fassent ce qu'ils ont vu dans les films pornographiques dans la vraie vie. Donc finalement, il y aurait un effet de catharsis, en fait, lorsque l'on regarde un film pornographique. Alors je suis plus ou moins d'accord avec cette manière de penser, parce que, certes, il y a une catharsis, c'est-à-dire que il est possible qu'il y ait des timbrés sexuels en fait, qui regardent des films pornographiques pour éviter de passer à l'acte avec une personne réelle, mais je ne pense pas que ce soit la vraie majorité des consommateurs de porno. La majorité des consommateurs de porno ont une sexualité plus ou moins moyenne, assez banale en fait, et n'ont pas du tout le phénomène de catharsis qu'une personne complètement détraquée pourrait avoir en regardant un porno.
Et puisque les personnes sollicitent un concept grec qui est la catharsis, on peut légitimement se questionner sur un autre concept qui était le concept de la mimésis. La catharsis, c'est le fait de voir des passions inavouables que je pourrais posséder en moi et finalement de voir que la conséquence c'est le drame complet et donc je vais essayer de les expurger en regardant d'autres personnes le vivre. La mimésis, c'est le fait de, à force de voir la même chose, à force de voir répéter la même chose, il y a une banalisation du comportement qui est faite et finalement je peux légitimement me mettre à pratiquer certaines choses ou à vouloir pratiquer certaines choses que j'ai vues répéter un nombre incalculable de fois. On peut finalement se demander si la consommation de porno ne crée pas un habitus. L'habitus, c'est une disposition acquise par répétition d'actes. Là, on peut penser que celui qui consomme régulièrement du porno, il va y avoir une disposition particulière qui va se créer. Et malheureusement, cette disposition, plus la personne va consommer de porno, plus elle va avoir lieu. Mais on reviendra sur la question de la disposition, qu'est-ce que ça vient disposer en nous? Mais en gros, ça c'est le premier avis que je vais avoir par rapport à la consommation même de porno. C'est assez triste, vraiment, c'est triste. Il y a un vrai drame en fait dans la consommation du porno en fait. Celui qui consomme du porno, à la fin de son affaire, il est dans une situation de misère un peu. Hein. C'est vraiment misérable. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des personnes qui consomment du porno éprouvent un sentiment justement un peu misérable après avoir joui en fait devant ce film pornographique, parce que c'est la sortie du rêve. C'est la sortie de cette réalité que j'ai regardée et qui en fait n'est pas la réalité, c'est pas ma réalité en fait. Hein. Je suis dans une fiction. Alors, il y a un autre aspect qui, là, en fait, est plus de l'ordre du phénomène de gravité. Hein, c'est grave, en fait. Hein, le phénomène du porno, c'est parce que chez certaines personnes, ça entraîne réellement des phénomènes addictifs, de la non-maîtrise de soi, de l'incapacité à faire face à la frustration. Voilà, enfin, en gros, la pratique peut ne pas être anodine. Hein, c'est-à-dire que ça peut entraîner vraiment des phénomènes compliqués. Alors, je sais que les psychologues sont encore un peu fébriles, un petit peu dans l'expectative à l'idée de dire qu'il y a une addiction à la pornographie. Il y a des phénomènes qui s'y rapprochent vraiment. Des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de regarder un ou deux films pornographiques par jour au travail, etc. Ça leur pourrit la vie. C'est une réalité, c'est-à-dire que ça peut se produire. Donc c'est pas un phénomène qui est si anodin que ça et qui peut atteindre des dimensions un peu graves. Aussi, la consommation de pornographie peut, chez certaines personnes, entraîner la perte de la libido et donc avoir une incapacité à pouvoir avoir une vie sexuelle orientée à une autre personne et ne pouvoir se satisfaire que du film fantasmé que je vais pouvoir regarder. Ça, voilà, là on est vraiment sur des choses qui sont on peut avoir éprouvé de la pitié et de la tristesse par rapport à ce genre de choses, mais là, pour le coup, je pense que c'est assez grave. C'est pas le phénomène, commun à la plupart des personnes. Est-ce que tu penses qu'il y a une dimension politique de la pornographie ? Alors, je pense vraiment qu'il y a une dimension politique à la consommation de porno. Il y a une dimension politique au fait qu'on juge une civilisation, une culture, assez loisir. Alors évidemment, on évalue aussi l'art, on évalue la qualité du langage, la qualité de l'instruction, la qualité de la science, partagée par la plupart des personnes qui vivent dans cette culture. Mais on juge aussi à son loisir le fait qu'il y a une culture, une population qui est équilibrée au niveau de ses passions, de sa vie intérieure. Bon, en l'occurrence, là, la consommation de pornographie, elle n'est pas bon signe par rapport à l'état intérieur de notre population. C'est-à-dire que des personnes qui, en fait, jouissent en voyant d'autres personnes qui miment un acte sexuel, en fait, c'est pas forcément signe d'un grand équilibre psychologique. C'est-à-dire que quand on se représente la chose, c'est-à-dire que, imaginons chacune des personnes
On leur mettrait 2, 3, 4 personnes qui mimeraient un acte sexuel dans leur chambre et eux à côté en train de les regarder, il y aurait vraiment un malaise, il y aurait quelque chose d'étonnant. On se dirait mais c'est qui en fait ce voyeur qui trouve du plaisir et s'astique le pinceau simplement en regardant d'autres personnes qui font mine de copuler. Il y a quelque chose de l'ordre d'un étonnement, c'est-à-dire qu'un sociologue ou un philosophe qui serait d'une autre culture, qui n'aurait jamais entendu parler du phénomène pornographique, se dirait mais c'est très étonnant comme pratique, c'est pas signe d'une bonne santé. Pour bien comprendre, c'est que l'Empire romain, par exemple, alors on sait que l'Empire romain, c'était des très bons architectes, etc., mais il y avait comme loisir les jeux du cirque. Trouver ça divertissant qu'il y ait des personnes qui s'affrontent et qui finissent par répandre leur sang sur du sable, ou alors de voir des gens se faire bouffer par des animaux, des gens qui sont de même espèce que nous, ça non plus, c'est pas forcément signe d'une bonne santé de la population. Pour nous occidentaux, notre pratique un peu étonnante, c'est le fait que dans notre loisir, en rentrant du travail, avant d'aller en soirée, au milieu de la journée, parce que ça va pas très bien, eh bien en fait on regarde des gens qui font mine de copuler et puis on se masturbe dessus. Il y a quelque chose en fait quand on prend du recul d'un point de vue politique qui témoigne d'un mal-être de notre civilisation, quoi. Il y a quelque chose qui est pas forcément hyper en place. D'autant plus que c'est un phénomène qui est partagé par énormément de personnes. Voilà, c'est assez étonnant. Le deuxième aspect politique, c'est le fait que y a un marché. Il y a un marché. On a fait en fait de cette pratique-là un marché qui est pas très rentable, qui est pas très original, mais il est quand même présent. Et donc on en a fait une industrie avec des mécanismes industriels, des productions massives, une analyse des besoins, de la demande, pour finalement convenir à une certaine offre qui va pouvoir convenir à certaines personnes et à certains consommateurs, une analyse des datas pour voir en fait ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien. C'est un marché. Et donc, comme c'est un marché, comme il y a un fonctionnement de marché, eh bien, la cupidité s'y greffe, et il y a de l'exploitation qui naît en fait de ça. Et cette cupidité, cette industrie, en fait, elle est plus, confortable, elle est moins désagréable parce qu'il y a le média d'un ordinateur, d'un smartphone, enfin bref, d'Internet. On n'est pas présent sur le studio. C'est-à-dire qu'il y aurait une présence. Tous les consommateurs seraient là dans le studio, en voyant les prises, en voyant vous voyez, en gros, pour faire 20 minutes de film pornographique, il faut 3 à 6 heures de tournage. Donc, en fait, il y aurait quelque chose d'étonnant de voir toutes ces personnes sur le plateau, le caméraman, le maquilleur, etc. Enfin, il y aurait quelque chose. Le réalisme, en fait, de cette industrie empêcherait tout effet. Et comme, on a le média d'Internet, de la distance, cette industrie, elle est beaucoup plus supportable. Et c'est le cas d'énormément d'industries dans notre civilisation. Je ne diabolise pas particulièrement la pornographie. Le textile, voilà, si on était dans les usines où il y a des gosses qui sont en train de fabriquer tous les habits qu'on achète une misère, peut-être qu'on serait peut-être moins enclin à les acheter. Et dans la pornographie, c'est exactement la même chose. Et donc, ça va entraîner des comportements de type de marché. C'est-à-dire qu'on va réduire les coûts au maximum, donc ça fait une précarisation de plus en plus grande des personnes qui produisent, et puis on va essayer d'uniformiser le produit, de faire en sorte que ça puisse se vendre à énormément de personnes. Et ce faisant, je crois beaucoup au phénomène du mimésis, on va enserrer la dimension fantasmagorique, la dimension du fantasme des personnes dans des normes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des
des catégories, et on le voit bien, hein, les films pornographiques, les sites qui relaient les films pornographiques sont dans des catégories. Le but, ça va être d'enserrer au maximum la recherche parce que le consommateur doit faire son marché et donc doit essayer de trouver la vidéo qui va mieux le convenir en raison de l'état dans lequel il se trouve, où elle se trouve, et qui va l'emmener à la jouissance la plus haute, pas forcément le plus rapidement, mais en tout cas avec le plus d'efficacité. Le phénomène politique aussi, pour moi, il m'alarme un petit peu. Il y a quelque chose de grave. À nouveau, il y a quelque chose de grave en fait dans notre société, dont le porno est un symptôme, est un témoignage en fait. C'est que on arrive facilement à accepter ce qui était la caractéristique de l'esclavage, dès lors que on se dit les gens sont payés pour faire ça. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème à considérer qu'une personne se fasse pénétrer par tous les orifices en manquant de vomir, en ayant des larmes en permanence, en pouvant être déchirée au niveau de ses muqueuses, etc. Dès lors qu'on se dit que de toute manière cette personne l'a fait de manière avec un consentement, l'a fait de manière consentante et est payé pour ça, on peut tout à fait accepter le fait que voilà, on pratique avec elle des choses terribles. Et je sais très bien, l'argument qu'on va me sortir et qu'on m'a déjà sorti, c'est son choix. Personne ne force cette personne, que ce soit un homme ou une femme, à réaliser un film pornographique. Oui, mais par exemple, il y a eu une loi qui a interdit le lancer de nains. Voilà, on a interdit le lancer de nains en raison d'une chose qui est très étonnante, c'est qu'on a parlé du fait que cette pratique, quand bien même les nains voulaient être lancés et compagnie, à la Gimli et compagnie, eh bien en fait, cette pratique allait contre la dignité humaine. On reconnaissait dans la personne atteinte de nanisme une dignité qui dépassait le simple consentement qu'elle pouvait dire. Et je crois que le phénomène de la pornographie nous habitue au fait que parce qu'une personne accepte peut-être de réaliser des pratiques qui sont de l'ordre de la performance, hein, c'est vraiment une performance physique, mais que ce sont des pratiques où personne n'accepterait que son enfant vive cela, ou que son père vive cela, ou que sa mère vive cela, etc., c'est questionnant. On pourrait se dire, attendez, mais pourquoi on accepte que ce soit une personne lambda que l'on ne connaît absolument pas, qui, sous prétexte qu'elle veut le faire, on accepte qu'elle le fasse. Ça pose une vraie question, la question du consentement. Parce qu'en plus, un consentement, c'est facilement arrachable. On peut facilement manipuler une personne de telle sorte qu'elle accepte de faire certaines choses qui, en fait, la gênent. Au début, la gênent. Et puis petit à petit, ils vont plus la gêner parce que finalement, après, elle serait en incohérence cognitive et donc elle serait obligée de se dire mais si j'ai accepté la première fois, pourquoi je devrais refuser maintenant, et ainsi de suite. Elle est bloquée. Hein. C'est les phénomènes de manipulation, de perversion, ils sont assez connus. Moi, faire tout reposer sur le consentement, je trouve ça dangereux politiquement. Et ça nous habitue au fait de pouvoir se dire voilà, c'est pas grave, ils ont choisi de le faire. Ils ont choisi de le faire, donc finalement, on peut tout accepter. Et c'est la même chose, par exemple, pour quelqu'un qui accepte de travailler dans les champs d'Espagne, vous savez, les champs de tomates en Espagne, où ils sont payés une misère, ils n'ont pas de protection sociale, ils n'ont rien du tout. Et en fait, on accepte, parce qu'ils ont voulu volontairement travailler dans ces champs-là. Ou celui qui est employé chez Amazon, il a voulu travailler chez Amazon, donc on accepte le fait qu'il ne puisse pas avoir suffisamment de temps pour aller pisser pendant les périodes de Noël, et donc ils doivent pisser dans une bouteille pendant son travail. Enfin, c'est des phénomènes que l'on va accepter sous prétexte du consentement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Une personne a beau vouloir qu'on la déconsidère, qu'on la méconsidère, il est de notre devoir de dire, non, moi, j'accepte pas ce genre de choses. C'est pas normal que tu acceptes ce genre de choses. Quel est ton avis sur les acteurs et actrices porno ? C'est sûr, quand on aborde la question du consentement, on parle des acteurs et des actrices porno, parce que c'est d'abord eux qui doivent poser un consentement. À nouveau, moi, j'ai beaucoup de tristesse quand j'entends des témoignages d'acteurs et d'actrices porno. J'éprouve de la tristesse. J'éprouve pas de jugement, parce que je suis personne pour juger. Mais j'éprouve de la tristesse. Ça, par contre, c'est une réalité. Pourquoi j'éprouve de la tristesse ? Parce que l'acting, le fait d'être un acteur, de jouer une fiction, ça suppose déjà, en fait, une hygiène de vie assez importante
pour faire une dissociation entre ce que l'on est en train de jouer et ce que nous sommes réellement. Voilà, je trouvais ça très intéressant parce qu'il y a une interview de Jim Carrey qui parle de ce problème-là quand on est acteur. C'est-à-dire qu'à force de jouer plein de personnages, on se dit, mais finalement, ma vie réelle, c'est quoi ? Est-ce que j'ai pas un personnage ? Dans le film pornographique, il y a un engagement de l'acteur qui est beaucoup plus grand, puisque ça va engager non pas ses talents d'acteur, bien qu'il y en ait, évidemment, mais ça va engager son corps. Et son corps, ça n'est pas un accessoire. Ça n'est pas un accessoire qu'une défroque, un costume, que l'on peut enlever et que l'on peut... voilà. Le corps, il est lié à l'identité de la personne. Qu'on le veuille ou non, le corps est lié à l'identité de la personne. C'est-à-dire que on me met une gifle, eh bien c'est moi qui prends la gifle. C'est pas mon corps qui a pris une gifle. On me caresse. Ce n'est pas mon corps qui a été caressé, c'est moi qui ai été caressé. On me pénètre, ce n'est pas mon corps qui a été pénétré, c'est moi qui ai été pénétré. Et ça, c'est pour moi un point de vigilance et un point de questionnement qui entraîne une certaine tristesse, je dois avouer, quand j'entends des acteurs porno qui nous parlent du métier d'acteur porno comme un métier comme les autres. Et comme un métier où ça va, c'est cool, c'est sympa. Ouais. En fait, il y a une exigence de rupture intérieure, de désintégration intérieure, au sens de contraire à l'intégration, à ce qui est intègre, pour une distanciation, c'est-à-dire que la personne avec qui, en fait, je suis en train de tourner ce film pornographique, n'a rien d'intime avec moi. Nous ne partageons rien d'intime puisque nous œuvrons de manière performante. Il y a une performance derrière ça. Et ça, en fait, mais ça me sidère. Parce que, à force de le répéter, quelqu'un qui le fait énormément de fois, etc., ça va être difficile dans la vraie vie. Il va y avoir un impact dans la vraie vie. Cette dissociation, elle va laisser des traces. Alors je ne dis pas que ces personnes ne peuvent pas avoir, évidemment, des relations amoureuses, avoir des relations intimes avec d'autres personnes, et qu'elles soient capables de bien isoler. Mais ce qu'elles isolent mentalement, en fait, le physique le ressent de manière unifiée. C'est-à-dire que la personne est bien pénétrée ou pénètre bel et bien. La personne entend bel et bien des cris ou les entend pas. La personne, et ainsi de suite. Et le simple fait même qu'il y ait un rapport à la performance, les acteurs porno souvent se donnent le nom de performers, parce que c'est vrai qu'ils réalisent des choses que le commun des mortels a du mal à réaliser. Des défauts physiques, simplement, c'est-à-dire pas assez de souplesse, pas assez d'élasticité des muqueuses, etc., pas assez de durée, etc., mais aussi parfois des réalités que le commun des mortels ne voudrait pas vivre, ne veut pas vivre. Des registres qui sont de l'ordre de la domination extrême et violente, que certaines personnes se disent « mais moi je ne pourrais pas vivre ça », ou des personnes... à énormément de personnes, etc. Sous prétexte d'exotisme, une personne peut se dire « oh, pourquoi pas, j'aimerais bien essayer un plan à 3, à 4, à 5, à 6 ». Mais en fait, c'est de l'ordre de l'occasionnel. La pratique courante, une personne qui vit ça, en fait, a un rapport à la performance aussi de l'ordre de la relation sexuelle, qui est étonnant, qui est très étonnant et qui est questionnant quant à son intégration. Et les témoignages d'acteurs porno disent bien que le film pornographique n'est pas ce qu'ils vivent dans leur sexualité véritable. C'est de l'ordre d'une fiction et c'est une pratique qui est étonnante. Proposer en fiction une relation sexuelle que l'on va vivre, véritablement, sans investir son sentiment, sans investir ses émotions, sans investir son amour, tout ce que l'on veut, d'accord, mais on va le vivre corporellement, pour dire après, en fait, ce genre de choses, moi, je ne veux pas le vivre dans l'intimité. Enfin, moi, il y a une question aussi que je me pose, c'est sur le regard de l'autre. Un acteur, une actrice, évidemment, le regard de l'autre va avoir un énorme impact. Et beaucoup de comédiens, de comédiennes, d'acteurs et d'actrices, pas porno, vont vivre au travers du regard de l'autre. Et en particulier à l'ère des réseaux sociaux, où on a besoin de l'assentiment des uns et des autres pour pouvoir vivre, simplement, et avoir le sentiment d'être reconnu. L'acteur et l'actrice porno, lui, il va vivre au travers du regard de l'autre
et l'autre qui pose en fait un regard avide sur son intimité, sur sa plastique, sur son corps. Le but va être de déclencher une excitation, une convoitise chez le spectateur. Et avoir ce rapport-là au regard de l'autre, je pense même par exemple aux personnes qui vont pratiquer des sessions de live pornographiques, vous voyez, des live cam, etc. En fait, elles ont un rapport au regard de l'autre qui est étonnant. Savoir que quelqu'un est en train de jouir en nous regardant, jouir sur notre corps, sans qu'il y ait de relation, eh bien, en fait, il y a un rapport qui est quasiment pervers, en fait. C'est-à-dire, je suscite l'admiration et je suscite la convoitise sans aucune relation possible. Et donc sans engagement réel de ma part. Affectif, intellectuel, moral, etc., relationnel. Ça, c'est le ressort de ça, en fait, c'est un instinct de domination, un instinct de domination affectif. C'est-à-dire, je veux être regardé sans pour autant que ça implique de moi que je puisse les regarder. Si toutes les personnes qui étaient acteurs porno regardaient pendant qu'ils étaient en train de faire leur performance d'autres personnes qui sont en train de se masturber ou qui sont en train de jouir sur leurs vidéos, déjà, il y aurait un regard, un vis-à-vis, et je pense que ça perturberait beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose d'étonnant. Bien que ça existe, je sais que c'est une pratique qui peut tout à fait exister. Voilà, je sais pas, enfin, sur des sites, sur des applications, la possibilité d'avoir un camsex, etc. Bon, c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais dans l'industrie du porno, il y a cette fascination que la personne, que l'acteur, que l'actrice veut solliciter chez l'autre, chez le consommateur. Et ça, c'est un peu triste, en fait. C'est un peu triste par rapport à ce qu'est l'être humain. Ce serait quoi pour toi la solution à la pornographie ? Je pense vraiment que la pornographie, c'est un symptôme. C'est un symptôme de quelque chose d'une perte, en fait, d'une perte humaine. Donc c'est un petit peu triste, ça aussi, mais d'une perte humaine. Et en fait, ça donne la solution au phénomène. Parce que j'entends des personnes qui disent, il faudrait, des personnes qui sont très très motivées, qui disent, il faudrait interdire la pornographie. Ben oui, mais interdire la pornographie, ce n'est pas résoudre la cause, parce que la pornographie, elle n'est pas née de nulle part, elle n'est pas née... c'est quelque chose d'humain, la pornographie, donc c'est quelque chose qui prend sa source dans le cœur humain. Et puisque ça prend sa source dans le cœur humain, eh bien, il va falloir trouver ce à quoi le cœur aspire pour pouvoir régler ça. En réalité, c'est pour ça que j'ai commencé cette parole libre en disant que pour moi, il y avait une véritable misère humaine au travers de la pornographie, c'est que l'être humain, il est en désir de relations réelles, et de relations sexuelles réelles. Et en fait, aujourd'hui, l'engagement que suppose la relation sexuelle, l'engagement affectif, l'engagement amoureux que peut supposer la relation sexuelle, terrifie l'être humain. Alors ça le terrifie parce qu'il n'y croit plus beaucoup, il ne croit plus du tout en la relation humaine, et au fait qu'il y ait des couples qui puissent durer, que la relation sexuelle puisse être le lieu d'un non-jugement et d'une parfaite acceptation de l'autre, et d'un amour de l'autre. Amour qui va bannir en fait la question de la performance et la question de la réussite. On ne réussit pas la relation sexuelle. J'aime bien parce qu'il y avait une expression pendant un temps où on disait mais voilà, c'est un bon coup. C'est un bon coup, c'est-à-dire paf, allez, c'est un bon coup. Mais en fait, être un bon coup, c'est naze. C'est vraiment la perspective la plus naze qu'un être humain peut avoir. Moi, je suis un bon coup. Mais non, il ne faut pas être un bon coup. Faut être une bonne relation. Et ça, le fait de pouvoir promouvoir la relation humaine, lui donner la possibilité d'exister, eh bien, en fait, ça bannirait très rapidement cette misère sexuelle, dont le porno, en fait, est le pansement. Le porno, c'est un petit pansement qu'on a posé sur une plaie béante. La plupart des personnes qui consomment le porno, elles veulent davantage. Elles veulent une relation sexuelle où ça se passe hyper bien, où je peux être moi-même, où je peux dire ce que je souhaite et que l'autre aime ce que je souhaite, que je me sente respecté dans mon corps, dans mon intégrité, et en même temps que je puisse vouloir de l'exotisme.
Je pense qu'il y a eu une confusion dans toute la révolution sexuelle des années 60, etc., où en fait on a voulu faire péter le carcan moralisateur sur la vie sexuelle. Et malheureusement, je pense qu'on s'est trompé, parce que le problème n'était pas le carcan. Ce qui était vécu comme un carcan, c'est une pression sociale. Le problème, c'était que la relation sexuelle avait définitivement foutu le camp tout ce qui était de l'ordre de l'amour véritable. L'amour véritable, il est inventif, il est créatif au niveau sexuel, au niveau affectif, il est créatif, etc. Et il est respectueux. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de carcan pour qu'il y ait un respect. Il n'y a pas besoin de ce carcan-là, puisque l'amour est définitivement respectueux. Respectueux du consentement de l'autre, respectueux aussi des désirs de l'autre, inventif, il est un peu oblatif, c'est-à-dire que l'amour est capable aussi de faire plaisir à l'autre. Et ça, c'est ce que la personne recherche en fait dans la pornographie. Il y a un manque. Il y a un rendez-vous manqué avec l'altérité dans le phénomène de la pornographie. Et donc c'est quelque chose qui serait, je pense, facilement ajustable. Il suffirait qu'on mette toute notre énergie dans une propagande du couple, dans une propagande des aides aussi pour les couples, au niveau sexuel, au niveau de tout ça, pour que les personnes se disent attends, plutôt que de regarder un film, moi j'ai envie de le vivre en vrai, j'ai envie de vivre quelque chose, et puis de petit à petit acquérir une certaine performance sexuelle. Ça peut arriver. J'avais un professeur de philosophie qui nous faisait tout un cours sur l'affectivité, la sexualité, etc. Et qui disait que, en fait, c'est après 10 ans de relation qu'on devient un excellent coup. Parce que en fait on sait très bien ce qui convient à l'autre, on arrive par un dialogue, on arrive à faire jouir la personne, parce que la personne aussi se sent suffisamment libre de se confier et de dire voilà, moi ce qui me fait fantasmer c'est ça, est-ce qu'on pourrait essayer ensemble, et ça en fait c'est tout un travail qui est de l'ordre de l'intimité, que le porno vient un petit peu gâcher, tout en essayant de le masquer un peu. C'est-à-dire, ouais mon coco, évidemment que tu as envie de vivre une vraie relation, mais en tant que tel, tu peux pas, tu es tout seul, t'es un pauvre étudiant dans ta chambre de bonne, ou alors tu es un homme célibataire, ou tu es une femme célibataire, ou alors avec ton mari ou avec ta femme, ça se passe pas bien, avec ton compagnon, ta conjointe, etc., ça se passe pas bien. Bon, écoute, je te donne un petit truc, une petite gourmandise qui va te permettre de tenir jusqu'au lendemain au moins. Ça, c'est de l'ordre de la tristesse, mais en fait c'est assez simple. Voilà, la solution elle est assez simple. Une propagande pour la relation véritable, et pour le fait que le sexe incarné est toujours préférable au sexe virtuel. Attention, quand je dis sexe, je parle évidemment de la relation sexuelle, je ne parle pas de l'agression sexuelle, mais évidemment la relation sexuelle véritable elle est toujours préférable. Et même, je dirais, il y a une gradation. Vous voyez, le mieux c'est la relation sexuelle. Ensuite vient la masturbation. La masturbation, je veux me faire plaisir en utilisant mon imagination, ma sexualité. C'est dommage parce que c'est un processus qui est de l'ordre du pareil. La personne aspire à davantage, elle aspire à beaucoup plus. Elle essaie de se combler comme ça. Et ensuite arrive la pornographie où là finalement c'est carrément un rêve qui engage d'autres personnes, qui engage. Voilà, il y a une gradation, je dirais, dans la misère humaine avec la richesse, qui est la relation sexuelle. La relation sexuelle bien vécue, la relation sexuelle qui est comblante, en fait. En conclusion, t'aimerais dire quoi ? Alors habituellement, je demande aux personnes de mettre un commentaire à la fin de la vidéo pour me dire ce qu'elles en pensent, etc. Je sais que c'est un sujet touchy, et en même temps, si on est suffisamment simple pour en parler, je pense que c'est important de pouvoir dire en commentaire, ce qu'on pense du porno, quelles est finalement les leçons qu'on peut en tirer, quelles seraient d'autres solutions auxquelles moi j'aurais pas pensé, évidemment, qui pourraient être utiles. J'ai une pensée pour beaucoup de jeunes qui m'ont parlé. Et qui m'ont parlé du porno en me disant qu'ils étaient enchaînés à cette pratique-là. Premièrement, je pense que c'est bien de pouvoir en parler à des personnes, ne pas hésiter quand ça nous pourrit la vie, à aller voir des psychologues, à aller voir des amis, à pouvoir en parler avec des amis, à pouvoir dire je comprends pas pourquoi je suis enchaîné à ce genre de choses, et en même temps se dire que c'est très bon signe. Qu'il y a une aspiration à une simplicité dans la relation, à une relation sexuelle épanouie, il y a une aspiration à cela, aussi à s'assumer, aussi à assumer les différents fantasmes que l'on peut avoir, sans forcément
pour autant les réaliser, mais à assumer le fait qu'on peut les avoir. Je pense que c'est une bonne chose, faire la vérité sur soi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées par le thème, par le phénomène. Je fais ça pour ça, hein, vraiment, pour que ça touche le maximum de personnes. Et puis, on se dit à très bientôt. Tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner. Tu veux lâcher un j'aime, laisse-toi aller, donner ton avis, bah tu peux commenter, rejoindre une belle communauté. Y'a qu'une chose à faire, bah tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner.